Bonjour et bienvenue dans ce deuxième cours de droit du numérique, droit international et comparé. Donc je voudrais revenir assez rapidement sur la question de la stratégie numérique de l'Union européenne et des stratégies nationales et régionales adoptées par les États en matière de numérique. L'Union européenne a adopté sa stratégie en 2015 et cette stratégie s'est déployée pendant 5 ans, de 2015 à 2020. Donc aujourd'hui, il est temps de faire le bilan de cette stratégie qui a été mise en place par la Commission européenne antérieure. Jusqu'en décembre 2019, cette commission était présidée par Juncker. Depuis janvier 2020, c'est Madame von der Leyen qui maintenant est la commissaire à la présidente de la Commission européenne et de nouvelles stratégies vont être mises en place en matière de numérique et en matière d'intelligence artificielle vraisemblablement. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore ce qui va se passer avec cette nouvelle Commission européenne. On sait simplement qu'elle est dans la lignée de ce qui a déjà été adopté par la Commission européenne précédente. Et donc, je ne voudrais pas rentrer dans beaucoup de détails pour l'instant sur le contenu même de cette stratégie parce que finalement, les principales lois qui nous intéressent, les principales directives ou règlements qui ont été adoptés sur le fondement de cette directive, nous les étudierons au fur et à mesure du cours, au fur et à mesure des thématiques. Donc je ne vais pas tout lister aujourd'hui. Ce que je voulais simplement signaler à ce stade, c'est qu'entre 2015 et 2020, la Commission a adopté énormément de règles, énormément de normes en matière de droit de la consommation, en matière de droit de la concurrence, en matière de droit d'auteur, en matière pénale et cybersécurité, cybercriminalité. Et donc finalement, toutes les branches du droit ont été balayées par l'Union européenne et des nouveaux textes ont été adoptés avec pour objectif principal de tenir compte de l'économie numérique et des particularités de cette économie et en particulier de viser les plateformes numériques, les grands géants de l'Internet, les GAFA, Google, Facebook, Amazon, Apple. Il faut quand même le dire comme ça, je crois. L'Union européenne est un peu partie en guerre contre ces GAFA, contre la toute-puissance des GAFA et contre le fait que les services de ces grandes entreprises sont imposés aux Européens. Et en attendant, évidemment, on est en échange de collecte de leurs données personnelles. Et donc, la protection des données personnelles a aussi été un champ de bataille de l'Union européenne. Et l'Union a adopté un règlement. Il va surtout s'agir de ce règlement européen aujourd'hui dans cette séance sur la protection des données personnelles en matière de droit européen, dans le cadre du droit européen. Donc pour aller un peu plus dans le détail de cette stratégie numérique, je vous invite à lire l'introduction que j'ai faite dans cet ouvrage qui fait le bilan de ces 5 années de la commission Juncker pour avoir un peu une idée de ce qui a été fait pendant cet intervalle, le temps que les réglementations ont dû, le temps que ça a pris de mettre en place ces réglementations. Ça a pris plus de temps que ce qui avait été programmé à l'origine et les résultats auxquels on a pu aboutir. Donc vous verrez le détail dans cette introduction et je vous invite à la lire et à ce qu'on ait une discussion lors de notre prochaine séance. Je vous invite aussi à comparer avec la charte du numérique du Canada que j'ai déjà évoquée la semaine dernière. Et en fait, je vous l'avais dit, pour l'instant, c'est une charte qui se décline en 10 grands principes que vous pourrez retrouver sur Internet. Mais pour l'instant, ces principes sont très généraux et il n'y a pas de réglementation associée. Donc on peut dire en comparaison que le Canada est en train d'envisager les pistes d'évolution de sa réglementation, mais n'a pas encore pris de réglementation adéquate. Et si je prends l'exemple de la protection des données personnelles, des renseignements personnels et de la vie privée, qui constitue une des thématiques visées par cette charte du numérique, si je prends cet exemple, le Canada a déjà une réglementation en la matière au niveau fédéral et au niveau des provinces, mais une réglementation qui date souvent des années 2000. Et là, l'objectif, ce serait de moderniser cette réglementation à la suite de ce qu'a fait l'Union européenne avec le règlement dont je vais vous parler aujourd'hui et qui a donc été adopté en 2016 et est entré en vigueur en 2018. Donc un règlement qui vient moderniser la protection des données personnelles dans un cadre numérique pour tenir compte de l'évolution
des services numériques et de l'utilisation de ces données par les entreprises du numérique. Donc dans ce deuxième cours, l'objectif va être d'envisager la réglementation européenne et les grands principes de protection du règlement européen, donc le fameux RGPD, Règlement général de protection des données personnelles, qui est la réglementation la plus protectrice au monde de la vie privée et des données personnelles. Et donc depuis l'adoption de ce texte, je l'ai dit, depuis son entrée en vigueur en 2018, d'autres États ont emboîté le pas et ont essayé de moderniser aussi leur réglementation et ont essayé d'atteindre le même niveau de protection que le droit de l'Union européenne. Évidemment, le Canada envisage aussi de réformer sa législation, comme je le disais, mais pour l'instant, la réforme n'a pas abouti au niveau fédéral. Et par exemple, au Québec, il y a un projet de loi qui est en train qui va être discuté cet automne. Donc, on est en cours de réforme, on est dans ce process. La réglementation européenne est une source d'inspiration pour le Canada. Le Canada ne fera pas un copier-coller de la réglementation européenne, c'est sûr, mais il y a certains concepts ou certains principes qui seront repris du Règlement général de protection des données personnelles. Donc, raison de plus pour mettre en scène tous ces textes et faire du droit comparé pour voir un petit peu l'influence que pourrait avoir le droit européen sur le droit canadien et réciproquement. Donc, le Règlement général de protection des données personnelles est le texte européen qui vient réformer un texte précédent, qui était une directive adoptée en 1995, donc bien avant Internet. Et l'objectif dans l'adoption du règlement européen a été de moderniser la protection de ces renseignements personnels, de ces données personnelles, moderniser la protection pour tenir compte en particulier de l'activité numérique et des nouveaux usages sur Internet avec les réseaux sociaux et avec toute l'économie numérique qui repose sur la collecte et la captation des données personnelles. Donc très souvent, les services du numérique sont gratuits en apparence, en échange de la collecte des informations personnelles. Et donc aujourd'hui, ces données personnelles sont devenues une vraie monnaie, une vraie valeur qu'il faut protéger parce que quand on touche à la protection des données personnelles, on touche à un certain nombre d'informations personnelles, intimes des individus et donc on peut être amené à porter atteinte à leurs droits fondamentaux en utilisant ces données personnelles. Donc ces données personnelles vont mériter une protection et l'Union européenne a voulu renforcer cette protection dans le cadre des activités actuelles, dans le cadre des nouveaux usages, dans le cadre des nouvelles technologies. Donc en renforçant cette protection, notamment en renforçant les sanctions, ce qui caractérise fortement aujourd'hui la protection des données personnelles en Europe. Alors je signale très rapidement aussi que le même jour que le règlement sur la matière, en fait le RGPD porte sur la matière civile et commerciale, mais en parallèle, le même jour de l'adoption de ce règlement, donc le 27 avril 2016, a été aussi adoptée une directive, mais pour la matière pénale. Donc c'est une directive dite police-justice qui encadre l'échange des données entre les services de police et les services de justice au sein de chaque État membre et entre les États membres. Donc la matière pénale fait l'objet d'un traitement à part, donc je ne l'évoquerai pas. Je vais me concentrer sur le règlement général qui porte sur la matière civile et commerciale. J'ajouterai aussi que dans la protection européenne, on ne fait pas de distinction entre le secteur public et le secteur privé, donc sous réserve bien sûr de la matière pénale. On ne fait pas de cette distinction-là. Dès lors que des données à caractère personnel qui concernent des personnes physiques sont collectées par des organismes publics ou privés, dès lors que de telles données sont collectées, le règlement a vocation à s'appliquer, peu importe qu'il s'agisse d'une administration, d'une mairie, d'une entreprise, ça n'a pas d'importance. En comparaison, au Canada, on va distinguer des réglementations en fonction du secteur public et du secteur privé. Donc ça fait une différence entre les deux types de réglementation. Donc les objectifs du règlement général, je l'ai dit, le premier objectif a été de moderniser et de tenir compte des nouveaux usages du numérique. Un autre objectif du règlement a été de tenir compte aussi de l'évolution a été de renforcer la protection
mais aussi l'harmonisation entre les États membres. Et on est passé d'une directive à un règlement. Une directive, en principe, doit être reprise dans les lois nationales, donc elle est moins, elle est moins ferme, elle est moins précise qu'un règlement qui, lui, est en principe directement applicable sans que l'on ait besoin de passer par la loi nationale. Donc c'est la différence que l'on fait entre une directive et un règlement en droit de l'Union européenne. Et donc le fait de passer d'une directive à un règlement, le fait d'abandonner un instrument qui est plus souple et qui donne plus de liberté aux États membres, montre une volonté donc de renforcer la protection au sein de l'Union et d'avoir une cohérence entre les États membres. On peut aussi rappeler que ce règlement général de protection des données personnelles s'inscrit dans le cadre de la stratégie du marché unique numérique, donc de la stratégie numérique de l'Union européenne que j'évoquais tout à l'heure. Ce qu'on peut dire également, c'est que la protection des données personnelles dans l'Union européenne est particulièrement forte dans le sens où la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit explicitement la protection des données personnelles comme un droit humain à l'article 8 de la charte, à côté de l'article 7 qui prévoit la protection de la vie privée. Donc, dans la conception du droit de l'Union européenne, la vie privée est un droit humain fondamental. Les données personnelles, la protection des données personnelles aussi constitue un droit privé fondamental, un droit humain fondamental. Mais les deux ne se confondent pas parce que bien sûr, la protection des données personnelles permet de protéger la vie privée, mais pas seulement. D'autres droits humains sont concernés. Par la protection des données personnelles, on protège aussi la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de réunion. On protège aussi le principe d'égalité et de non-discrimination. Donc finalement, la protection des données personnelles a une vocation plus large et l'Union européenne a clairement déconnecté ces données personnelles de la vie privée et ont donné cette valeur de droits humains à la protection des données personnelles au même titre que la vie privée. Ce que n'a pas fait le Canada, donc la protection de la vie privée, on la retrouve à l'article 8 de la Charte des droits et libertés du Canada, dans laquelle on interprète la protection des données personnelles dans le cadre de cette vie privée, mais on n'a pas d'article spécifique dans la charte. Et c'est la même chose en droit américain où finalement, la protection des données personnelles va être protégée sur le fondement du 4e amendement et l'interdiction des fouilles et la protection du domicile, comme dans le raisonnement de l'article 8 de la Charte du Canada. Mais on n'a pas non plus de protection spécifique des données personnelles. Donc c'est vraiment une caractéristique du droit de l'Union et ça montre à quel point pour les Européens, les données personnelles, c'est quelque chose qu'il faut vraiment protéger. C'est un droit humain essentiel. Il faut dire ici qu'il y a des raisons historiques et culturelles à cette différence, puisque l'Europe a malheureusement subi 2 guerres mondiales et en particulier aussi a subi le fichage, le profilage de certaines populations qui ont été martyrisées. Donc les Juifs ont été fichés et donc c'est évidemment en réponse et après la Seconde Guerre mondiale qu'on s'est rendu compte avec l'émergence de l'informatique des risques que constituaient les fichiers informatiques et qu'on a voulu protéger les informations personnelles un peu par méfiance et par réaction à ce qui avait déjà été subi auparavant. On se méfie de l'État, on se méfie de l'administration, on se méfie des fichiers d'administration, encore plus avec l'avènement de l'informatique qui permettait finalement de commencer à collecter beaucoup d'informations sur les individus. Et donc on a voulu arrêter ce processus. Beaucoup de législations nationales européennes ont été adoptées dans les années 70. C'est le cas pour la France et l'Allemagne et la Suède par exemple. Et ensuite, les autres États ont suivi. Et donc, quand la directive a été adoptée en 1995, il y avait déjà plusieurs législations nationales en la matière. Donc finalement, le règlement général de protection des données personnelles de 2018 s'inscrit dans une continuité législative et dans un historique législatif fort qui s'explique par des raisons culturelles et historiques. Et donc la protection de ces données personnelles comme droit humain s'explique aussi dans ce contexte historique et culturel.
Alors, on a parlé de données à caractère personnel ou de données personnelles. Au Canada, on parlera plutôt de renseignements personnels, mais de quoi s'agit-il? Il s'agit bien sûr des noms, des adresses postales, des données biométriques. Est-ce que les données biométriques sont des données à caractère personnel? Des données biométriques comme les empreintes digitales ou la reconnaissance faciale? Eh bien oui, ces données sont des données à caractère personnel. Même chose pour les données génétiques, parce que ces informations permettent d'identifier ou de rendre identifiable un individu. Donc le critère pour qualifier une donnée à caractère personnel, ça va être précisément cette notion d'identification. Si la donnée permet d'identifier ou de rendre identifiable directement ou indirectement un individu, la qualification de données personnelles sera retenue. Même chose pour les adresses IP, les adresses de connexion des ordinateurs. Même chose pour les données de géolocalisation, parce qu'il suffit d'avoir 3 ou 4 points GPS pour pouvoir identifier une personne en fonction de ses trajets habituels, hein. Son lieu de travail, son logement, son lieu de loisir où elle se rend le plus souvent. Toutes ces informations vont permettre d'identifier la personne. Les données de santé aussi sont des données à caractère personnel. Les traces sur Internet sont des données à caractère personnel. Donc finalement, quand on fait le point, le bilan de toutes ces données, ben, on peut trouver aussi les revenus, les profils culturels, cultuels aussi, la religion, les opinions politiques. Toutes ces informations qui nous caractérisent et qui permettent de nous identifier sont des données à caractère personnel. Donc finalement, beaucoup d'informations vont pouvoir être concernées et vont permettre d'identifier une personne. Ça peut être des informations qui proviennent d'elles-mêmes, des informations qu'un individu donne. Quand je m'inscris sur des formulaires ou quand j'interagis avec une entreprise ou une administration, je donne mes informations par moi-même. Les traces que je laisse sur Internet, par exemple, vont être aussi des informations qui vont pouvoir permettre de m'identifier éventuellement. Les recherches que je fais sur les moteurs de recherche. Également aussi les organismes qui collectent mes informations, donc les organismes classiques habituels comme les administrations et les entreprises avec lesquelles j'interagis, mais de plus en plus aussi avec les entreprises du numérique. Par exemple, si je vais consulter certaines pages, on va pouvoir collecter des informations au travers des petits cookies qui sont des témoins de connexion. On va pouvoir savoir les mots-clés que j'ai utilisés ou les recherches que j'ai pu faire. Et si la page est connectée à Facebook, également tout simplement par le fait qu'il y a un pouce, même si je ne clique pas sur le pouce, Facebook sera aussi en capacité de récupérer des informations en fonction de ma navigation. Donc finalement, les collectes sont devenues multiples, les collecteurs sont aussi devenus multiples et il devient très difficile aujourd'hui de maîtriser la collecte de ces informations parce que ça va bien au-delà des informations que je délivre volontairement ou pour lesquelles j'ai conscience de donner de l'information. On déduit beaucoup de choses aujourd'hui des traces sur Internet et du profilage qui peut en résulter. Donc on est finalement dans une économie numérique où on perd un petit peu la maîtrise de son information dès lors qu'on utilise les outils numériques. Donc le risque social par rapport à ça, c'est le croisement d'informations, le croisement de données. Et si par exemple j'ai des informations me concernant mon état de santé par exemple, mes données de santé sont récupérées par ma banque ou par mon assurance, évidemment ça peut causer de problèmes parce qu'on peut me refuser un prêt si j'ai une mauvaise santé ou m'augmenter ma police d'assurance si j'ai des risques de santé aussi. Donc il y a un risque là d'avoir des disparités économiques et des coûts financiers différents selon les individus en fonction de leur situation. Donc c'est important, c'est une des raisons pour lesquelles il est très important de protéger les données personnelles aujourd'hui. Alors l'Union européenne donne une définition des données à caractère personnel, une définition large, particulièrement large, plus large que celle donnée par le Canada. Donc, selon le règlement, toute donnée à caractère personnel est toute donnée qui permet d'identifier une personne ou de la rendre identifiable. Donc ça, c'est la même définition, c'est la même approche que le Canada, que la loi fédérale, la LPRPDE, c'est-à-dire la loi pour la protection des renseignements personnels et documents électroniques, qui est la loi fédérale du secteur privé. Donc jusque-là, la définition est la même.
toute personne identifiée ou identifiable. Mais le règlement ajoute que cette personne peut être rendue identifiable directement ou indirectement. Et donc, c'est par croisement de fichiers, par exemple, que je peux être rendue identifiable. Par exemple, avec un jeu de données, on ne me reconnaît pas. C'est des informations, on peut avoir des informations sur le fait que j'achète des livres de droit, par exemple, régulièrement sur Amazon, sur un fichier Amazon. Mais si on le croise avec l'information selon laquelle je fais des conférences régulièrement et donc j'interviens comme professeur, on peut arriver à m'identifier parce que en fonction des ouvrages que j'ai commandés, en fonction de mes thèmes d'intervention et de mes lieux d'intervention, on peut très facilement réussir à comprendre qui je suis au fur et à mesure que des informations sont ajoutées. Même si aucune d'entre elles n'est identifiante en elle-même, c'est le fait de croiser et d'être de plus en plus précis par rapport au goût de la personne ou par rapport à ses activités, qu'on arrive à un profilage précis, que l'on arrive à identifier la personne. Donc, dans la définition du droit de l'Union européenne, on intègre non seulement ce qui permet d'identifier et de rendre identifiable la personne aujourd'hui, mais aussi plus tard, parce que finalement, par le croisement d'informations dans le cadre du big data, aujourd'hui, on a beaucoup de données, beaucoup de sources, beaucoup de fichiers différents, beaucoup de jeux de données, beaucoup de sources différentes. On peut réussir à m'identifier par ce croisement d'informations et par l'ajout de ces informations. Donc, on voit que cette première approche large, cette première définition large des données personnelles, va aussi avec une définition très large de la notion de traitement. En droit de l'Union, on ne parle pas simplement de collecte d'informations, mais on parle de traitement de l'information. Et ça s'entend très très largement. Donc la collecte, ça intègre la collecte, l'enregistrement des données, l'organisation des données, la simple structuration des données, leur conservation, l'adaptation, la modification, l'extraction. La simple consultation des données à caractère personnel constitue un traitement et doit faire l'objet de la protection des données personnelles. Donc ça rentre dans le champ de cette loi. Donc deux notions clés du règlement extrêmement large. Tout ça pour dire que le règlement va avoir vocation à s'appliquer dans énormément de situations. Quasiment toutes les données aujourd'hui sont des données à caractère personnel, vont permettre une identification. Et tout usage de la donnée, même le simple fait de consulter la donnée, rentre dans le champ du règlement. Donc une protection extrêmement large. Aujourd'hui, avec cette notion de traitement, on intègre les traitements du big data, des traitements qui viennent de sources très diverses, qui viennent des données que l'on donne soi-même aux organismes classiques, les données que l'on collecte sur Internet, les traces informatiques, les données de nos mobiles, de nos cellulaires, les données de l'Internet des objets, des objets connectés. Si jamais on utilise une montre connectée ou si on utilise tout appareil connecté, toutes ces informations sont agrégées et constituent ce qu'on appelle le big data. Et là aussi, tous ces processus vont permettre l'identification de la personne et vont permettre d'aboutir à cette identification. Au point que Bart Simpson en perd son latin. Tous les fichiers aujourd'hui avec des informations personnelles, que ce soit des fichiers électroniques ou même des fichiers papier, rentrent dans la définition de la protection des données. Alors évidemment, avec toutes ces informations, on va pouvoir profiler les individus, on va pouvoir savoir beaucoup de choses sur chacun. Et le règlement prévoit une définition du profilage, parce que c'est ce profilage qui peut s'avérer discriminant. Et c'est sur ce profilage que repose beaucoup l'économie numérique aujourd'hui. Parce que Amazon va profiler nos commandes en nous proposant d'autres produits similaires à ce qu'on a déjà consulté ou ce que d'autres personnes ont déjà acheté avant nous. Parce que Facebook va nous proposer des publicités en lien avec les mots-clés qu'on utilise ou nos centres d'intérêt. Et donc, de manière générale, sur Internet, avec les services numériques, la publicité devient personnalisée et devient ciblée en fonction de nos centres d'intérêt. Et on voit bien à quel point le profilage est nécessaire et est utilisé à outrance. Et donc, par rapport au profilage, ce qui est vendu ici, ce ne sont pas les données personnelles sur les individus eux-mêmes, mais des espaces publicitaires profilés justement pour cibler exactement les individus susceptibles d'être intéressés
par la publicité qu'on y trouve. Alors, il y a des moyens de se protéger par rapport à la collecte de nos données personnelles, deux moyens techniques les plus importants, la pseudonymisation et l'anonymisation. Par un procédé d'anonymisation, on utilise un procédé technique qui ne permet pas du tout de nous retrouver. Donc dans ces cas-là, on sort complètement du champ de la protection des données personnelles puisqu'on ne pourra pas nous identifier. Et donc dans ces cas-là, il n'y a plus aucun problème, on est devenu complètement anonyme. C'est un niveau d'exigence très élevé qu'il est très difficile d'atteindre, surtout dans un contexte de big data et même avec l'utilisation de procédés de cryptage, il y a toujours des risques de décryptage. Donc on utilise assez peu les techniques d'anonymisation parce que c'est très difficile de garantir cette anonymisation. En revanche, on utilise de plus en plus les techniques de pseudonymisation par lesquelles en fait il va être difficile de retrouver la personne parce qu'on va dissocier les informations sur cette personne dans d'autres fichiers. On va découper finalement l'information de façon à ce qu'elle ne soit pas retrouvable immédiatement. Donc on va appliquer des pseudonymes, par exemple un numéro et un cryptage pour dissocier la personne de son information personnelle. Dans le cas d'une pseudonymisation, la personne n'est pas anonyme. Elle a simplement un pseudonyme et donc elle peut être retrouvée. C'est simplement un moyen de garantir la protection de son identité. Donc c'est un moyen de protéger l'information et proposé par le Règlement général de protection des données. Donc là, il y a une adéquation, on va dire, entre la technique et la volonté de protéger les individus. Et donc, il y a tout un champ de recherche en informatique en particulier pour mettre en place ces procédés de pseudonymisation ou d'anonymisation pour essayer de protéger les données personnelles. Donc ça, c'est un moyen qu'on peut envisager. Autre caractéristique du règlement général, j'ai décidé de vous présenter les points saillants du règlement. Je ne vais pas tout vous présenter parce que le règlement fait 99 articles et plus de 100 pages, donc il est extrêmement long. Mais un point intéressant par rapport au règlement général et à l'économie numérique, c'est son champ d'application. Il a vocation à s'appliquer par rapport aux personnes concernées qui habitent, qui se situent sur le territoire de l'Union européenne. Donc peu importe où les données vont être collectées, vont être traitées, vont être utilisées par qui, peu importe où se situe le responsable de traitement, ce qui compte, c'est que les personnes concernées se trouvent sur le territoire de l'Union européenne. Donc à partir du moment clairement où les GAFA ou les sociétés du numérique, les sociétés étrangères et en particulier américaines, viennent proposer leurs services aux Européens, et visent le public des Européens, le règlement général de protection des données personnelles aura vocation à s'appliquer. Y compris s'il s'agit d'un simple profilage dont on parlait à l'instant, même si ce n'est pas pour vendre des biens ou des services directement, mais simplement pour collecter de l'information et profiler les individus, le règlement aura vocation à s'appliquer. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que toutes les entreprises situées dans la Silicon Valley et qui ne sont pas présentes physiquement sur le territoire de l'Union vont quand même devoir respecter le règlement. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'on a mis beaucoup de temps en Europe pour son adoption. Ça a mis plus de 4 ans parce qu'il y a eu beaucoup de lobbying des entreprises, des grosses entreprises, des GAFA, etc., de la Silicon Valley, pour empêcher l'adoption de ce texte par le Parlement européen. Donc vraiment, c'est un point saillant du règlement, c'est son champ d'application territorial extrêmement large. Ce qui fait que les entreprises canadiennes aussi, bien sûr, qui utiliseraient des données personnelles des Européens, seraient obligées de respecter le règlement. Alors, ce règlement prévoit un certain nombre de grands principes généraux. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce qui est important, c'est la logique, l'esprit du RGPD. On peut collecter des données personnelles. Il n'y a pas d'interdiction formelle de collecter des données personnelles. Mais il faut trouver un fondement légal, une raison pour le faire. Donc, ça peut être une loi, ça peut être le consentement de la personne. Donc, il faut d'abord respecter un principe de licéité et trouver un fondement à ce traitement de données à caractère personnel. Ensuite,
il faut respecter un principe de minimisation dans la collecte des données qui se traduit par le principe de finalité, nécessité et proportionnalité. C'est-à-dire que quand on collecte des données personnelles, le but ne va pas être de collecter et d'autoriser la collecte massive de données, mais simplement les données nécessaires à l'objectif, à la finalité du traitement. Donc si je veux collecter des données, par exemple, concernant les étudiants et concernant leurs informations personnelles pour pouvoir leur permettre de suivre des cours et de leur délivrer des diplômes, je dois simplement collecter les informations qui sont liées à cette finalité-là, à ces objectifs-là, et je ne dois pas collecter des informations qui vont au-delà de ce qui est nécessaire. Je dois aussi respecter un principe d'exactitude des données, donc faire en sorte que les données soient mises à jour régulièrement et soient exactes, soient correctes, et respecter un principe de sécurité, par exemple en mettant en place de la cryptographie pour éviter le hackage et le vol des données. Donc on retrouve un certain nombre d'obligations à la charge des responsables de traitement par le respect de ces principes de finalité, de durée de conservation liés à la finalité, d'adéquation, d'obligation de sécurité. Et bien sûr, il faut respecter les droits de la personne. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que le Règlement général de protection des données a une définition large de la protection des données et une définition large des données personnelles. Mais au sein de ces données personnelles, certaines informations sont plus spécifiquement protégées. Ce sont les données qui sont dites sensibles parce qu'elles sont particulièrement intimes et privées pour les individus et aussi parce qu'il y a des risques de discrimination à l'égard des informations qu'elles contiennent. Et donc, le règlement les protège encore plus en posant un principe d'interdiction de la collecte de ces données, avec un certain nombre d'exceptions, bien sûr, hein, comme le consentement, par exemple. Et donc, le règlement énumère les données sensibles. Donc, ce sont les données liées à la santé, des données génétiques, les données biométriques, les données aussi concernant les origines raciales ou ethniques, qui effectivement peuvent donner lieu à beaucoup de discrimination. Même chose s'agissant de la vie sexuelle ou de l'orientation sexuelle. Également, les convictions religieuses ou philosophiques sont spécifiquement protégées. L'appartenance syndicale, les opinions politiques et également les informations s'agissant des infractions pénales, les infractions précédentes en matière pénale. Donc on voit que ce sont des informations particulièrement intimes et sensibles qui méritent une protection supplémentaire. Donc cette protection supplémentaire se traduit donc par un principe d'interdiction de les collecter, sauf exception. Je le disais, par exemple, si la personne a donné son consentement explicite à la collecte des données, s'il s'agit des données de santé et qu'on est dans un cadre de médecine préventive, bien sûr, les données de santé pourront être collectées dans ce cadre-là, ou s'il y a un motif d'intérêt public, s'agissant par exemple des opinions politiques, on peut être amené à les collecter pour sécuriser une manifestation par exemple ou sécuriser certains mouvements de population. Donc on voit qu'il y a deux régimes de protection des données personnelles. Donc certaines données sont encore plus protégées que d'autres en raison de leur sensibilité. Donc je voulais vous dire assez simplement que le Règlement général de protection des données personnelles prévoit un régime de droits et d'obligations. Je dis assez simplement parce que je ne veux pas rentrer dans tous les détails de ce texte. C'est un texte qui fait 99 articles et plus de 100 pages, donc je vais vraiment pas vous donner tous les détails. Je voulais simplement vous dire que c'est un système de balancier finalement qui permet d'accorder des droits au profit des personnes concernées. Et en contrepartie, bien sûr, il y a des obligations à la charge des responsables de traitement. Donc pour les droits des personnes concernées, on énumère par exemple et en particulier le droit à l'information. Donc le droit de savoir pour la personne que ces données à caractère personnel sont collectées. Le principe du consentement préalable. Donc en principe, pour que mes données soient collectées, il faut que je donne le consentement ou en tout cas qu'il y ait un fondement licite au traitement de données. S'ajoute aussi un droit d'accès et de rectification, donc j'ai le droit d'accéder aux données, savoir quelles sont les données
qui ont déjà été collectées et les rectifier lorsqu'elles sont inexactes, voire demander l'effacement si la finalité a été atteinte. On va parler du droit à l'oubli. Le droit d'opposition, donc je peux m'opposer à ce que mes données soient collectées, notamment en matière commerciale, en matière de prospection commerciale. Bien sûr, je ne pourrais pas m'y opposer s'il y a des motifs de sécurité nationale, par exemple, de collecte des données. Mais en dehors de l'intérêt de l'État, je peux en principe m'opposer à la collecte des données. Un droit à la portabilité des données qui fait que lorsque j'utilise un service et que je veux changer de service, je peux être amenée à vouloir transférer mes données, mes informations. Par exemple, un réseau social, si j'utilise un réseau social et que je veux rejoindre un nouveau, je peux vouloir conserver mon historique et le faire basculer sur un nouveau réseau. Ou si j'utilise des listes de musique avec mes préférences, je peux vouloir les transférer auprès d'un nouvel opérateur. Il y a également le droit de ne pas faire l'objet d'une décision automatisée. Donc ça concerne davantage les systèmes d'intelligence artificielle. Donc je peux m'opposer à ce que mes données ne soient pas utilisées par une décision, pour la prise de décision automatique si cette décision a un effet négatif. Donc ça, je ne rentre pas dans les détails, mais on aura l'occasion d'en reparler. Également, en face de ces droits, bien sûr, on trouve des obligations, hein, donc en contrepartie. Donc des obligations à la charge du responsable de traitement. Donc il doit collecter et traiter les données de manière loyale et licite, donc respecter le principe de licéité que j'évoquais tout à l'heure, le principe de finalité, bien sûr, et le principe d'exactitude. Principe de sécurité et confidentialité des données. Donc les données sont des informations qui sont rattachées à des personnes, donc ce sont des informations précieuses liées à la vie privée, liées à l'intimité de la personne. Donc il faut qu'il y ait des mesures particulières pour éviter les vols de données. Par exemple, des vols de données de cartes bancaires, hein, de données bancaires, évidemment, ce sont des informations précieuses et importantes à conserver. En cas d'atteinte à cette obligation de sécurité, donc en cas de faille, il faut le notifier à l'autorité nationale de protection et à la personne concernée s'il y a des risques par rapport à cette personne, s'il y a des risques d'atteinte à ses droits fondamentaux. Est prévu aussi dans le règlement un principe de protection des données personnelles dès la conception. Donc dès qu'un projet se met en place, dès qu'un nouveau produit doit être pensé et envisagé, il faut tout de suite intégrer les principes de la protection des données personnelles et notamment le principe de minimisation de la collecte, principe de nécessité et proportionnalité, de façon à ce que dès le début du projet, on puisse faire attention à la protection des données personnelles. Donc ça, c'est un principe qui permet, qui garantit de tenir compte de cette réglementation dès le départ. Alors, autre nouveauté du règlement général de protection des données par rapport à la directive, c'est qu'on trouve plusieurs personnes susceptibles d'être responsables et d'engager la responsabilité et d'être sanctionnées en cas de violation du règlement. Bien sûr, le responsable de traitement, ça va être le principal responsable, mais désormais, peuvent aussi être responsables les sous-traitants. Donc, le responsable de traitement ou les co-responsables de traitement, s'il y en a plusieurs, ce sont les personnes qui définissent les finalités du traitement et qui assument les moyens du traitement, donc les moyens financiers, les coûts financiers du traitement, les coûts en ressources humaines, les coûts humains. Donc ce sont les principaux responsables des traitements, mais ce ne sont pas nécessairement eux qui traitent les données personnelles, qui réalisent les traitements par eux-mêmes. Donc ils peuvent tout à fait déléguer cette fonction à des sous-traitants qui agissent pour le compte des responsables de traitement. Et ces sous-traitants peuvent être aussi responsables de respecter les obligations du règlement, les principes directeurs que j'évoquais tout à l'heure par exemple, ou les droits des personnes concernées. Et donc, si le sous-traitant ne respecte pas ses droits, il engagera sa responsabilité et sera sanctionné. Donc, chacun des deux principaux acteurs peuvent engager leur responsabilité, chacun pour ses fonctions, chacun pour les obligations qu'il doit remplir. Et donc, ça, c'est une grande nouveauté qui permet d'attraire dans le champ du règlement et dans le champ des sanctions
des intervenants secondaires qu'on trouve très souvent dans la chaîne numérique. Par exemple, les activités de cloud computing sont des activités de sous-traitance parce que effectivement le sous-traitant va collecter les données, va les utiliser, va les stocker. Et donc, il va devoir respecter les obligations et par exemple les obligations de sécurité, de confidentialité pour éviter les vols de données. S'il ne le fait pas, il sera rendu responsable. Donc, on avait vraiment besoin de renforcer cette responsabilité et d'intégrer aussi les sous-traitants qui deviennent très importants dans la chaîne d'activité et dans les différentes, dans les différentes façons de séquencer l'activité numérique. Il joue un rôle essentiel aujourd'hui et donc c'était important d'engager cette responsabilité. Autre nouvel acteur aussi qui intervient désormais dans le règlement et qui est destiné à renforcer la protection, c'est le délégué à la protection des données qu'on appelle Data Protection Officer en anglais, DPO, qui va devenir désormais obligatoire pour les traitements faits par une autorité publique ou si les traitements de données personnelles se font à grande échelle, autrement dit quand on fait du big data et beaucoup de jeux de données, de traitement de process, et également aussi si on fait un traitement à grande échelle de données sensibles que j'évoquais tout à l'heure, comme les données de santé, les données génétiques, biométriques, etc. Il faudra dans ces cas-là nommer un délégué à la protection des données. Et donc ce délégué a pour mission de faire en sorte que le règlement soit respecté. Il peut être salarié de l'entreprise ou être extérieur à l'entreprise, peu importe. Et en tout état de cause, il doit accompagner le responsable de traitement pour le respect du règlement. Et donc c'est lui qui communique directement avec l'autorité de protection des données et qui rend compte finalement du respect de la réglementation. S'il constate des violations, il doit en faire part au responsable de traitement et s'il n'obtient pas de changement, de modification, il peut avertir l'autorité de protection des données. Donc c'est vraiment la pièce maîtresse dans les organismes publics ou privés qui va permettre le respect de la protection des données concrètement. Et les clients ou les salariés dont les données caractère personnel sont collectées peuvent se référer à ce délégué pour savoir un petit peu quelles sont les informations que l'entreprise détient sur eux, pourquoi, quelles sont les finalités, etc. Et donc, quand on veut exercer son droit d'accès au sein d'une entreprise, on peut faire appel à ce délégué à la protection des données pour l'exercice de ces droits. Donc, ce délégué devient une pièce maîtresse du règlement. Il était facultatif dans la directive. Là, il reste facultatif avec des cas obligatoires que je viens d'énumérer. Ce qui est aussi important dans le règlement par rapport à la directive, une des avancées dans le renforcement de la protection a été de donner plus de pouvoir aux autorités nationales de contrôle. Donc, chaque État membre désigne une autorité chargée de faire respecter la réglementation sur les données personnelles et notamment le règlement. Et donc, chaque État a sa propre autorité. En France, il s'agit de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Au Royaume-Uni, c'était l'ICO. Enfin, c'est toujours l'ICO, mais le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Donc, Information Commissioner Office. Le CPVP, c'est l'autorité belge, etc. Et à côté de toutes ces autorités nationales pour chaque État membre, l'Union européenne a aussi sa propre autorité de contrôle et l'ensemble constitue le comité de protection des données, c'est le European Data Protection Board. Et donc ce comité se réunit et permet d'harmoniser l'application du règlement dans chaque État. Et donc chaque autorité a vu aussi ses pouvoirs et ses missions renforcés. En particulier l'indépendance de chaque autorité, parce qu'il y avait une grande variété d'un pays à l'autre, et les moyens financiers aussi de chaque autorité, ça reste une question importante, hein, même si on renforce les pouvoirs, chaque État va décider de mettre de l'argent ou pas. Et donc le renforcement de pouvoir doit en principe aller avec le renforcement des moyens pour pouvoir exercer un contrôle significatif, puisque le texte prévoit quand même des contrôles importants, des sanctions importantes
encore faut-il avoir des autorités capables de faire respecter ce règlement. Également, du fait d'être passé de la directive au règlement, je le disais que ça permettait une meilleure harmonisation. Et en particulier, chaque État avait décidé des pouvoirs et des missions de chaque autorité. Et là, maintenant, il y en a une meilleure homogénéisation des pouvoirs et missions qui sont prévus désormais dans le règlement, ce qui n'était pas le cas de la directive. Donc, chaque autorité a les mêmes pouvoirs et les mêmes missions. Et donc, l'autorité de contrôle européenne, donc le Comité européen de protection des données que je viens d'évoquer, le board, voit aussi ses missions et son rôle renforcés en faveur d'une meilleure cohérence et d'une meilleure cohésion de la protection en droit de l'Union européenne. Surtout, il ne faut pas oublier l'essentiel du texte et ce qui lui donne désormais plus de poids et plus de crédit, c'est le renforcement des sanctions. Et c'est sans doute la raison pour laquelle le RGPD est si connu dans le monde. C'est la réglementation la plus protectrice des données personnelles, et notamment parce qu'on a renforcé les sanctions qui peuvent aller, ces sanctions administratives prononcées par les autorités de contrôle, peuvent aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. La somme la plus élevée des deux devant s'appliquer. Ce qui veut dire que face à des géants de l'Internet et à l'activité numérique, aux services numériques aujourd'hui, on a un vrai pouvoir de sanction et un pouvoir coercitif et assez crédible, bien plus qu'avant. Pour donner un point de comparaison, auparavant en France, la CNIL pouvait aller jusqu'à 300 000 euros d'amende, ce qui n'était évidemment rien pour des grands joueurs, des grands acteurs comme Facebook, Amazon, etc. Donc ce renforcement de sanctions est vraiment important pour donner plus de crédit à la réglementation qui désormais va être prise un petit peu plus au sérieux. Donc le règlement est le texte le plus protecteur au monde et d'autres pays aujourd'hui ont emboîté le pas pour faire évoluer leur législation en ce sens. Donc on va voir comment le Canada évolue. Et le Japon ou d'autres pays en Asie ont commencé à réviser leur réglementation et il y en est de même aussi pour certains États d'Amérique latine, d'Amérique du Sud. Je voulais très rapidement citer deux jurisprudences qui concernent le droit à l'oubli ou le droit à l'effacement, qui a fait beaucoup de bruit. L'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne en mai 2014 contre Google Spain a fait beaucoup de bruit puisque par cet arrêt, la Cour de justice a obligé Google, dans une affaire qui concernait un ressortissant espagnol, a obligé Google à déréférencer des résultats dès lors qu'il y avait une association malheureuse entre des mots négatifs sur une personne et le nom de cette personne. Donc, quand cette personne tapait, en l'occurrence Monsieur Costera, tapait son nom sur le moteur de recherche Google, des liens vers d'anciennes dettes il était renvoyé vers d'anciennes dettes et des annonces judiciaires concernant son passé, concernant ses déboires financiers. Monsieur Costera, depuis lors, donc c'était une information ancienne qui n'était plus finalement pertinente parce que depuis cette époque, Monsieur Costera avait remboursé ses dettes et donc il trouvait que cette mémoire était assez gênante pour lui. Parce que c'était associé à une image de mauvais payeur alors qu'il avait remboursé ses dettes et ça l'empêchait de trouver du travail ou d'avancer dans sa vie. Et donc il demandait un déréférencement entre l'information sur ses dettes et ces annonces judiciaires qui étaient apparues dans des journaux d'annonces, dans un journal d'annonces judiciaires. Donc il a obtenu le déréférencement entre cette information qui est restée en ligne mais sans lien avec son nom, avec le moteur de recherche, la recherche de son nom et l'information négative. Donc en fait, c'est bien un déréférencement qui a été obtenu, donc un coupage du lien sur le moteur de recherche et pas la suppression de l'information sur le site d'information légale. Donc c'est une affaire extrêmement importante et cette idée de droit à l'effacement, de droit à l'oubli a été reprise dans le règlement général de protection des données.
Donc on en reparlera. Et un deuxième arrêt rendu par la Cour de justice en 2019 est venu préciser le champ d'application de ce droit au déréférencement. Est-ce qu'on a le droit d'obtenir un déréférencement au-delà des pays de l'Union européenne? Est-ce qu'on l'obtient pour un seul pays, celui dans lequel on effectue le recours? La Cour de justice a tranché en disant que le recours devait s'appliquer à tous les États de l'Union européenne, mais pas au-delà, ce qui paraît assez sage et assez logique, puisque le droit de l'Union européenne n'a pas vocation à s'appliquer au-delà. Et même s'il aurait été plus protecteur de pouvoir bénéficier d'un déréférencement au-delà de l'Union européenne, c'était aller, encore une fois, au-delà de la compétence de l'Union et de la Cour de justice. Donc ça veut dire concrètement que seuls sont concernés par ce déréférencement les extensions géographiques correspondant aux États de l'Union européenne. Le point .fr pour la France, le point .be pour la Belgique, etc. N'est pas concerné, et c'était ça le nœud du problème ici, le point .com, qui ne vise pas une extension géographique et qui est l'extension la plus utilisée aux États-Unis. C'est google.com et pas google.us qui est le plus utilisé. Et donc, même si le google.com aurait permis, l'extension google.com aurait permis une meilleure protection des individus, on dépasse le cadre de l'Union européenne puisque le .com n'est pas rattaché à une zone commerciale, à une zone géographique, pardon. Donc, il n'y avait pas de raison de l'étendre au google.com. Donc ce droit à l'oubli est quand même relativement utopique, hein, puisque bon, l'information reste en ligne, hein, c'est simplement un déréférencement ou un délistage du moteur de recherche, donc il ne faut pas le confondre avec une suppression de l'information elle-même. Et je voudrais aussi signaler une autre série d'arrêts qui concerne la circulation des données à caractère personnel. Le droit européen est particulièrement protecteur des données de ses ressortissants en interdisant que des données à caractère personnel des Européens puissent être transférées dans des États dont le niveau de protection n'est pas équivalent, n'est pas suffisant. Avec le Canada, il n'y a pas de difficulté, on a un accord qui fonctionne avec le secteur privé. Donc on a considéré que la protection de la loi fédérale sur le secteur privé est équivalente à la protection européenne. Donc les données peuvent circuler de l'Europe au Canada. Pour les États-Unis, c'est plus compliqué parce que la protection de la vie privée ou de la protection des données personnelles aux États-Unis n'est pas sur le même mode que la protection européenne, n'est pas équivalente, parce que notamment il n'existe pas de loi générale qui protège les données personnelles sur l'ensemble du territoire américain. Il y a d'abord des lois simplement fédérales, et des lois simplement étatiques en raison du fédéralisme. Mais surtout, l'ensemble des lois protégeant les données personnelles ou la vie privée aux États-Unis sont toujours des lois sectorielles, très parcellaires et très spécifiques. Il n'existe pas de loi omnibus qui permette de couvrir tous les usages des données à caractère personnel. Donc on va surtout viser des champs d'application matériels très précis, ce qui fait qu'il y aura beaucoup de lois spécifiques et sectorielles, mais ça va constituer un vrai patchwork. Et surtout, il y aura beaucoup de trous dans la protection, si bien que l'Union européenne a considéré qu'il n'y avait pas d'équivalence de protection entre l'Europe et les États-Unis. Quand on a adopté la directive en 1995, on s'est dit que la protection était plus forte. Alors pour remédier à ça, en 2000, un accord avait été conclu entre l'Union européenne entre la Commission européenne et le département du commerce américain pour conclure un accord bilatéral et permettre quand même l'échange de données dans le secteur privé entre l'Europe et les États-Unis. Cet accord s'est intitulé le Safe Harbor. Et donc, les échanges de données se sont faits entre les entreprises en particulier. Les échanges se faisaient sur le fondement de cet accord. En particulier aussi, les services numériques comme Facebook, Amazon, etc. collectent évidemment des données personnelles des Européens
et ces entreprises se prévalent du respect de cet accord, hein, ce Safe Harbor, qui est un accord de self-regulation, d'auto-engagement, où les entreprises se déclarent comme respectant les principes du Safe Harbor qui est composé de 7 grands principes généraux. Donc ça a été le mode de fonctionnement à partir de 2000 entre les États-Unis et l'Union européenne. En 2015, a été remis en cause ce Safe Harbor qui a été invalidé par la Cour de justice de l'Union européenne dans une affaire concernant l'étudiant autrichien très célèbre du nom de Schrems, Maximilian Schrems, qui est parti en guerre contre Facebook en disant qu'il considérait, après les révélations de Snowden, que Facebook ne protégeait pas suffisamment ses données personnelles et qu'il n'y avait pas de garantie qu'à partir du moment où les données personnelles étaient collectées en Europe et envoyées ensuite sur le territoire américain, il n'y avait pas de garantie que les agences de renseignement américaines, le FBI et la NSA, etc., toutes les autorités de renseignement n'allaient pas farfouiller, pas de garantie que ces autorités n'allaient pas farfouiller dans les données. Et donc Maximilien Schrems considère que la protection n'est pas suffisante et demande à l'invalidation du Safe Harbor parce que le transfert de données par Facebook se fait sur le fondement du Safe Harbor qui ne donne aucune garantie suffisante par rapport au risque d'investigation des autorités de renseignement américaines. Et la Cour de justice donc lui donne raison, invalide le Safe Harbor en disant que la protection n'est pas suffisante, les 7 grands principes ne suffisent pas, il n'y a pas de contrôle possible, les entreprises déclarent une première fois qu'elles respectent le Safe Harbor, mais il n'y a aucun contrôle n'est fait. Les personnes concernées dont les données sont collectées ne peuvent faire aucun recours judiciaire, donc c'est absolument pas suffisant et le Safe Harbor a été invalidé. Quelques mois après, 5-6 mois après, un nouvel accord a été conclu entre les États-Unis et l'Europe. C'est l'accord du Privacy Shield, qui est encore un accord bilatéral, qui va un petit peu plus loin dans la protection que le Safe Harbor. Deuxième coup de théâtre, cet été, le 16 juillet 2020, deuxième arrêt Schrems encore et toujours pour remettre en cause l'efficacité et la protection du Privacy Shield. Et là, la Cour de justice invalide également le Privacy Shield parce que même si la protection est allée plus loin, même s'il y a des recours judiciaires, par exemple, sont prévus pour pouvoir contester l'utilisation des données par les Européens, les recours restent compliqués, il n'y a pas de moyen simple de savoir si les données sont collectées, pourquoi faire, pas non plus de contrôle réel par les autorités américaines du respect du Privacy Shield. Donc ça reste insuffisant même si des progrès ont été constatés. Donc aujourd'hui, des négociations sont à nouveau ouvertes entre les États-Unis et la Commission européenne pour construire encore un nouvel accord qui cette fois-ci serait un peu plus protecteur des Européens et on espère gagner un petit peu en protection. À chaque fois qu'un accord est remis en cause, on espère aller un petit peu plus loin. Dans cette deuxième affaire Schrems, il est à noter que la Cour de justice a en revanche validé les clauses contractuelles type. Ce sont des clauses que la Commission européenne a élaborées pour permettre aux entreprises de faire circuler des données entre elles et donc de renforcer la protection entre elles. Donc il y a effectivement d'autres moyens, il n'y a pas que le Privacy Shield ou le Safe Harbor pour faire circuler les données entre les États-Unis et l'Europe. Les entreprises peuvent aller plus loin en respectant ces clauses contractuelles prévues par la Commission européenne ou elles peuvent aussi adopter des règles internes s'il s'agit de la même entité avec une entité en Europe et une entité aux États-Unis, mais s'il s'agit de la même entreprise. Il est possible aussi d'avoir recours à des règles contraignantes d'entreprise qu'on appelle les BCR, les Binding Corporate Rules, lorsqu'on est au sein de la même entité, les clauses contractuelles type étant utilisées entre 2 entreprises différentes. Donc il y a d'autres outils, d'autres instruments pour permettre la circulation des données entre l'Europe et les États-Unis ou entre l'Europe et d'autres pays dans le monde.
si on n'a pas considéré que le niveau de protection est suffisamment adéquat et suffisamment proche du niveau de protection européen. Donc je le rappelle, tel n'est pas le cas du Canada qui bénéficie donc d'une adéquation pour les secteurs privés sur le fondement de la loi fédérale, la LPR-PDE, donc la loi de protection des renseignements personnels et des documents électroniques adoptée en 2000. En revanche, l'adéquation que l'on a déjà constatée entre le Canada et l'Europe est fondée sur une décision de 2000 donc, qui a été prise tout de suite après l'adoption de la loi canadienne, mais en comparaison de la directive de 95. Cette décision n'a pas été prise en comparaison avec le règlement de 2018 qui renforce quand même largement la protection. Donc la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est de savoir si cette adéquation est toujours valable alors que l'Europe est allée plus loin dans le niveau de protection et que le Canada, on le verra, présente encore des faiblesses par rapport à un certain nombre de droits et surtout par rapport au manque de pouvoir et de pouvoir de sanction de l'autorité nationale, de l'autorité fédérale de protection des données, qui est le commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Donc la loi fédérale canadienne doit être réformée et c'est sans doute une des raisons pour laquelle le faire et le faire assez vite, ce serait effectivement de pouvoir toujours bénéficier de l'adéquation avec la protection, avec le niveau de protection européen. Donc cette réforme est en cours depuis plusieurs années enfin, en tout cas on en parle depuis plusieurs années. Elle devrait être accélérée dans les prochains mois, d'autant plus que le Québec aussi veut réformer sa loi et veut renforcer la protection. Donc il y a un projet de loi qui est en train d'être discuté cet automne devant l'Assemblée nationale du Québec. Donc le Canada va renforcer vraisemblablement sa protection, notamment en raison de l'influence du droit européen. Donc pour finir, on peut se demander si grâce à ce règlement, les individus ont un véritable contrôle sur leurs données. On parle beaucoup d'autodétermination informationnelle, d'empouvoirment. Je laisse cette question à votre sagacité, mais c'est pas sûr qu'on arrive à faire beaucoup mieux grâce à ce règlement. Je vous invite à regarder ce texte qui permet de comprendre. C'est un texte assez court sur le RGPD qui permet de le comprendre un petit peu mieux, de comprendre un peu mieux la logique. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la protection des données personnelles en Europe est particulièrement forte et la plus élevée du monde. Des nouveaux concepts et des nouveaux droits sont apparus dans le règlement et on peut dire aujourd'hui que le RGPD constitue un peu le modèle, le référentiel mondial et que très clairement, la volonté a été de lutter contre la collecte massive des données sur Internet et d'éviter un profilage massif et donc de pouvoir permettre aux personnes concernées de récupérer un minimum de contrôle sur leurs données. On verra si tel est vraiment le cas, mais c'est vrai que le défi est quand même de taille. Voilà, comme je vous le disais, le Canada et le Québec, pour conclure, vont aussi vraisemblablement réformer leur loi. Le Japon l'a fait et présente aussi des solutions assez intéressantes. Une grande partie est quand même copiée sur le Règlement général de protection des données. Et donc, on va voir ce que le Canada et le Québec ont à proposer dans la lignée du RGPD. Je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve avec plaisir à la prochaine séance et à bientôt. Merci.